En 2025, au cœur poussiéreux du Burkina Faso, une usine dirigée uniquement par des femmes a commencé à bourdonner comme un moteur discret de révolution économique. En quelques mois, ce projet soutenu par l'État a transformé des vendeuses de marché en patronnes d'ateliers et de chaînes de production, bousculant toutes les certitudes sur ce qu'un pays pauvre peut bâtir par ses propres mains. Que se passe-t-il vraiment quand la vision d'Ibrahim Traoré rencontre la force tranquille de milliers de femmes jusque-là invisibles dans les statistiques officielles? Ce soir, on rouvre cette porte ensemble, depuis la première photo jusqu'aux usines qui ne dorment plus. Ce récit ne parle pas simplement d'un programme économique. Il parle d'un pari sur la souveraineté. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Fonds d'appui aux activités génératrices de revenus des femmes, ou FARF, a promis de faire ce qu'aucune aide étrangère n'avait accompli: transférer le pouvoir de produire à celles qui soutiennent déjà la nation. Le pari paraît simple: si les femmes contrôlent pas que la valeur qu'elles créent dans ça, le Burkina Faso contrôle son destin. Mais derrière cette équation, il y a des décennies de dépendance, d'attente et de promesses non tenues. Ce projet était devenu un test grandeur nature pour une idée. Et si la stabilité d'un État se mesurait non à la taille de son armée, mais à la solidité de ses entreprises locales? Le FARF ne se contente pas de financer des projets. Il refonde un contrat social où le travail des femmes n'est plus invisible mais indispensable. C'est ici que se joue l'enjeu: transformer une réussite communautaire en une preuve de souveraineté nationale. En une seule année, le FARF a financé plus de 50 000 femmes au Burkina Faso, en débloquant environ 13 milliards de francs CFA, soit près de 21 millions de dollars américains qui ont circulé directement dans les mains de celles qu'on considérait autrefois comme informelles. Dans le même temps, le taux de remboursement a atteint environ 95%, un niveau comparable à celui de certaines banques européennes, alimentant la conviction d'Ibrahim Traoré que cette expérience n'était pas une parenthèse, mais un point de bascule pour la souveraineté du pays. Pendant des décennies, les institutions de développement avaient proposé microcrédits, formations et projets pilotes, mais la plupart des femmes restaient prisonnières d'une économie de survie, emprunter de petites sommes pour tenir une saison de plus, sans jamais accéder à la propriété des outils de production. Le FARF était né précisément de ce constat d'échec. Il ne demande ni garanties immobilières, ni long historique bancaire. Il envoie des agents sur les marchés, dans les villages, jusque dans certains camps de déplacés pour écouter des projets. Un moulin, une savonnerie, un atelier de conditionnement de céréales, un petit centre de transformation du karité. Les dossiers sont évalués non seulement à partir du potentiel de profit, mais aussi de l'impact social: emplois créés, valeur ajoutée locale, stabilité pour les familles. Une fois acceptés, les fonds arrivent directement sur téléphone via l'argent mobile, sans fil d'attente ni paperasse intimidante. Chaque transaction est suivie dans un système de gestion numérique conçu pour la transparence. Qui reçoit quoi, à quel moment et comment l'argent est utilisé? Ce fonctionnement presque industriel, appliqué au monde rural, explique pourquoi ce qui semblait au départ un programme de plus est devenu en quelques mois la colonne vertébrale d'une nouvelle économie féminine burkinabé, assez solide pour attirer journalistes, délégations voisines et partenaires curieux, venus voir comment une idée locale a commencé à reconfigurer la carte du pouvoir économique en Afrique de l'Ouest. À Barcelogo, un petit groupe de femmes est devenu le visage public de cette mutation. Elles cultivaient du mil et du sorgho depuis leur enfance, dépendant des saisons et des acheteurs itinérants. Grâce au FARF, elles ont pu ouvrir une unité de conditionnement moderne, trier, sécher, emballer, vendre. Le geste quotidien s'est transformé en une entreprise locale. Ibrahim Traoré, en visite sur place, a salué cette première réussite comme un symbole de ce qu'il appelle l'indépendance par le travail. Dans la région des Cascades, d'autres femmes, déplacées par les conflits, ont réouvert des ateliers de savon, mêlant recettes traditionnelles et images de marques contemporaines. Leurs produits, autrefois vendus à la sauvette, sont désormais exportés vers les grandes villes.
Chaque initiative raconte la même histoire, celle d'un pays qui cesse d'attendre les solutions extérieures pour bâtir les siennes. Les changements sont visibles jusque dans les foyers. Des jeunes filles filles voient mère signer des contrats, négocier avec les banques, employer des salariés. Elles découvrent qu'un foulard ou des mains calleuses peuvent aussi incarner le leadership. Pour la première fois, la réussite ne s'exprime pas par l'évasion vers la capitale, mais par la transformation du village lui-même. À travers ces récits, un message commun s'impose. L'émancipation économique n'est pas un luxe social, c'est une condition de survie nationale. Et derrière chaque projet, on retrouve la même conviction. Si ces femmes réussissent, alors le Burkina Faso tout entier avance. Tout a commencé dans le silence apparent des marchés ruraux. Les agents du FARF arrivaient avec une tablette, un carnet, un sourire, et demandaient simplement « Que voulez-vous construire ?» Une phrase simple, presque révolutionnaire dans un pays habitué à recevoir plutôt qu'à concevoir. Ibrahim Traoré, alors au cœur de sa politique de refondation nationale, voyait dans ce projet une stratégie d'indépendance économique plus durable que n'importe quel accord militaire ou prêt international. Les premières semaines ont été un mélange d'espoir et de scepticisme. Les coopératives féminines hésitaient. Pouvait-on vraiment faire confiance à un programme d'État après tant de promesses non tenues? Pourtant, quand les premiers transferts d'argent mobile sont arrivés, le doute s'est transformé en effervescence. Des ateliers se sont ouverts dans les zones rurales où, jadis, seule la lumière des lampes à pétrole accompagnait les conversations du soir. En moins de 3 mois, la rumeur a parcouru tous les pays. À Ouahigouya, des productrices de karité ont transformé leur activité artisanale en entreprise industrielle. Beurre raffiné, conditionné, exporté. À Gawa, des femmes déplacées ont rouvert des usines de savon abandonnées. À Koudougou, les coopératives agricoles se sont associées pour créer une filière de céréales locales. Partout, le même schéma. Un besoin, une idée, un financement, un résultat visible. Le gouvernement, surpris par la rapidité du phénomène, a dû adapter ses outils administratifs. Ibrahim Traoré ordonna la création d'un système de suivi numérique centralisé, permettant de tracer chaque prêt, chaque remboursement, chaque contrat. C'est là que le FAREF prit son envol. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, et les chiffres convainquent toujours mieux que les discours. En une seule année, plus de 13 milliards de francs CFA injectés, 50 000 bénéficiaires, qu'à 95% de taux de remboursement. Ces données devinrent le socle de la crédibilité internationale du Burkina Faso. Les délégations du Mali, du Niger, du Ghana vinrent étudier le modèle. Les médias africains parlèrent de révolution silencieuse. Pourtant, Ibrahim Traoré insista. Ce n'est pas une révolution, c'est un redressement. Le redressement d'un État qui avait choisi de faire confiance à ses citoyennes plutôt qu'aux bailleurs étrangers. Chaque usine inaugurée, chaque atelier ouvert devenait un acte de souveraineté économique. Et au milieu des applaudissements, une conscience nouvelle s'élevait. La stabilité politique passe désormais par les mains de celles qui produisent. Dans le tumulte des chiffres et des discours, une vérité s'imposa. L'argent du FARF ne circulait pas comme une aide, mais comme une graine. Une graine plantée dans le sol aride de la dépendance, arrosée par la confiance, est devenue en quelques saisons un arbre aux racines profondément burkinabé. Les données du FARF racontent une histoire mesurable. En 2025, plus de 50 000 femmes réparties sur toutes les 13 régions du Burkina Faso ont bénéficié du programme. Le taux de remboursement, à 95%, dépasse celui de la plupart des institutions de microfinance locales. Et le montant total injecté, d'environ 13 milliards de francs CFA, a produit une croissance moyenne de 38% du revenu familial dans les zones rurales. Mais les chiffres, à eux seuls, ne suffisent pas à expliquer le phénomène. Ce succès repose sur une logique inverse du modèle occidental. La confiance avant la garantie, la proximité avant la bureaucratie. Chaque prêt est associé à un engagement communautaire. Les bénéficiaires s'entraident, partagent la gestion
et assument collectivement le risque. Cette approche, soutenue par Ibrahim Traoré, transforme la dette en lien social. Le système numérique de suivi, conçu par une équipe locale d'ingénieurs, permet de visualiser en temps réel les flux de financement. En moyenne, 87% des projets ont été évalués comme rentables au bout de 6 mois, et un tiers ont créé au moins 2 emplois stables supplémentaires. Ces données ne sortent pas d'un laboratoire international, mais des registres électroniques burkinabés, consultables dans chaque préfecture. C'est la première fois qu'un projet de développement national repose sur des métriques locales aussi précises. Derrière chaque statistique, il y a des visages. À Banfora, un collectif de productrices de beurre de karité a doublé sa production en 1 an. À Kaya, une coopérative de tisserandes a exporté ses premiers textiles vers le Niger. À Dédougou, des femmes ont bâti une petite usine de transformation de riz, réduisant les importations de 8% sur leur marché régional. Ces réussites s'additionnent, comme des lignes dans une équation nationale. Plus de production locale, moins de dépendance extérieure, plus de stabilité sociale. Les économistes burkinabés observent que chaque franc investi par le FAREF génère environ 3 à 2 francs de valeur ajoutée dans l'économie. Ce ratio, d'apparence modeste, est colossal à l'échelle du Sahel. Pour Ibrahim Traoré, ce résultat prouve que la souveraineté économique ne passe pas uniquement par les matières premières ou les grands contrats miniers, mais par la capacité des femmes à produire, transformer et vendre sous leur propre nom. Le plus fascinant, selon plusieurs observateurs, reste l'effet d'entraînement. Les femmes formées par le programme deviennent formatrices à leur tour, ce qui multiplie l'impact initial sans coût supplémentaire. C'est le principe de la durabilité appliquée à la dignité. Un modèle qui se reproduit parce qu'il redonne confiance. Les chiffres sont clairs, les bilans sont vérifiables, mais la conclusion va plus loin. Le FAREF n'est pas une aide, c'est une infrastructure de foi en soi. Et dans un pays qui fut longtemps dépendant des plans d'ajustement, cette foi-là vaut plus qu'une ligne de crédit. Pour comprendre la portée réelle du FARF, il faut d'abord prendre au sérieux ses critiques. La première objection vient de certains analystes occidentaux. Un fonds géré par l'État risquerait, selon eux, de fausser la concurrence, d'étouffer l'initiative privée et de servir de prétexte à la concentration du pouvoir. Dans cette lecture, chaque prêt accordé par une structure publique serait une forme de clientélisme déguisé, où la loyauté politique compterait plus que la viabilité économique des projets. Une deuxième critique pointe le danger d'un féminisme contrôlé par le haut. Certains commentateurs considèrent qu'un programme porté par les autorités pourrait instrumentaliser les femmes pour redorer l'image du régime, sans transformer les rapports de pouvoir en profondeur. Les images de coopératives souriantes, d'usines colorées, de visites officielles, seraient, à leurs yeux, autant de vitrines destinées à rassurer les partenaires internationaux, plus qu'à changer la vie quotidienne. Ces arguments ne sont pas anodins. Ils obligent à interroger la solidité du modèle burkinabé. Que se passe-t-il si l'État se retire, si la conjoncture se retourne, si les tensions politiques s'aggravent? Un dispositif aussi centralisé ne risque-t-il pas de s'effondrer comme un château de cartes? Pourtant, l'examen des faits nuance fortement ces scénarios. Les projets financés par le FAREF sont gérés par des coopératives, des groupements, des entrepreneuses qui possèdent leurs installations, leurs contrats, leurs réseaux d'approvisionnement. Les usines de Barcelogo, les ateliers de savon des Cascades, les chaînes de transformation du Karité à l'ouest ne sont pas des bureaux administratifs, mais des entreprises ancrées dans le tissu local. Les taux de remboursement élevés, la diversification des activités et l'émergence de nouveaux partenariats privés indiquent qu'il ne s'agit pas d'une économie artificielle. Au contraire, le fonds y fonctionne comme un accélérateur qui révèle un potentiel longtemps négligé. L'État impulse, suit et protège, mais la valeur est créée par les femmes, elle est signée même. Au bout du compte, la question n'est plus de savoir si le modèle est pur selon les manuels, mais s'il permet à un pays vulnérable de tenir debout par ses propres moyens. La souveraineté n'a pas besoin d'être bruyante. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'une visite d'usine à Barcelogo, a marqué un tournant.
Elle résume l'esprit du FARF, un mouvement discret, mais irrésistible, où chaque atelier ouvert devient un acte politique. Dans la région des Cascades, les femmes qui autrefois fuyaient la violence reviennent aujourd'hui comme chefs d'entreprise. Elles gèrent des ateliers de savon, des séchoirs solaires, des unités d'emballage. Leur production alimente non seulement les marchés locaux, mais aussi les chaînes d'exportation régionales. À ce moment précis, le programme cesse d'être un simple levier économique. Il devient une déclaration d'indépendance. Le monde observe, étonné, qu'un pays longtemps classé parmi les plus pauvres construit sa résilience sans attendre la validation de l'extérieur. Et dans le vacarme doux des machines, la phrase d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. La dignité peut être mesurée en contrat signé, en salaire versé, en dette honorée. C'est ici, à mi-chemin du récit, que le Burkina Faso passe du projet à la preuve, de la promesse à la possession. Les effets du FARF se lisent aujourd'hui dans tous les domaines de la vie nationale. Du point de vue économique, la première conséquence est la diversification. En moins de 2 ans, le Burkina Faso a vu naître plus de 200 petites industries dirigées par des femmes. Huileries, savonneries, coopératives de karité, ateliers de tissage et unités de transformation agricole. Ces entreprises emploient des milliers de personnes et réduisent les importations de produits de base. Les recettes fiscales locales ont augmenté, créant une base budgétaire nouvelle pour les communes rurales. Du point de vue social, les changements sont tout aussi profonds. Dans les villages, les mariages précoces diminuent, tandis que la scolarisation des filles progresse. Les femmes gagnent non seulement de l'argent, mais aussi du statut. Elles participent aux décisions communautaires, dirigent des associations, siègent dans des conseils municipaux. Ce basculement redéfinit la structure du pouvoir familial. Les anciens parlent désormais de « union économique » plutôt que d'alliance d'intérêts, car les foyers prospères sont ceux où la femme gère une activité FARF. Du point de vue politique, la dynamique se propage. Des femmes issues du programme ont été élues aux chambres de métiers, aux conseils agricoles, voire aux comités de gouvernance locale. Ibrahim Traoré, conscient de cet effet d'entraînement, les appelle les ambassadrices silencieuses de la souveraineté. Leur rôle dépasse la production. Elles deviennent des relais de stabilité. Chaque usine qui fonctionne, chaque coopérative qui paie ses impôts, renforce l'autorité légitime de l'État. Du point de vue régional, le modèle inspire. Des délégations du Mali, du Niger, du Ghana viennent étudier le dispositif numérique de suivi, la structure de prêt groupé, la méthode de sélection communautaire. Plusieurs pays envisagent de reproduire le schéma, preuve que l'innovation peut naître hors des capitales. Les médias africains parlent de industrialisation inclusive, une expression devenue symbole de fierté continentale. Enfin, du point de vue culturel, une révolution silencieuse est en marche. Les chansons, les pièces de théâtre et les émissions de radio célèbrent désormais les femmes de FARF. Dans les écoles, les professeurs racontent leur histoire, comme celle d'une indépendance vécue au quotidien. L'idée même de développement change de visage. Elle n'est plus importée, elle est incarnée. Ce qui semblait au départ un programme d'appui économique est devenu un miroir national. Le Burkina Faso s'y voit autrement, non plus comme un pays aidé, mais comme un pays capable. Et cette image, forgée par la main des femmes, vaut plus que n'importe quelle statistique. Les prochains mois seront décisifs pour le Burkina Faso et pour le FARF. 3 trajectoires se dessinent à l'horizon, chacune portée par des forces déjà visibles sur le terrain. Dans le scénario de base, le pays consolide l'existant. Les installations déjà financées poursuivent leur montée en puissance. Les coopératives se professionnalisent. Les taux de remboursement restent élevés. L'État maintient le niveau d'appui actuel et les partenaires régionaux observent sans interférer. Dans cette configuration, le FARF devient progressivement un pilier ordinaire de la politique économique. Il ne fait plus la une de l'actualité, mais stabilise l'emploi rural, limite l'exode vers les villes et renforce discrètement la légitimité institutionnelle.
Dans le scénario optimiste, un effet de levier supplémentaire apparaît. Les résultats accumulés poussent certains investisseurs africains et quelques fonds éthiques étrangers à s'aligner sur la logique du programme plutôt qu'à la modifier. Des clusters industriels féminins voient le jour, spécialisés dans le karité, les céréales, les cosmétiques naturels ou le textile. Les plateformes numériques mises en place à Ouagadougou connectent directement les entrepreneuses burkinabées à des marchés internationaux. Ici, la vision d'Ibrahim Traoré prend une dimension continentale. Le FARF devient un modèle répliqué et le Burkina Faso gagne un poids politique nouveau dans les débats. Sur le développement africain. Dans le scénario de risque, plusieurs vents contraires se conjuguent. Pression extérieure pour réorienter le fonds, tensions budgétaires internes, crise sécuritaire irréatise, fatigue administrative, autant de facteurs qui pourraient pousser le gouvernement à réduire les moyens ou à diluer la spécificité du programme. Si les infrastructures déjà construites ne sont pas entretenues, si les routes ne suivent pas, si l'électricité fait défaut, les usines pourraient fonctionner en dessous de leur capacité, alimentant le discours de ceux qui dénoncent l'interventionnisme d'État. Face à ces trois chemins possibles, une recommandation s'impose. Pensez le FARF non comme un dispositif temporaire, mais comme une institution appelée à survivre au cycle politique. Autrement dit, consolider ses règles, documenter ses méthodes, former une nouvelle génération de gestionnaires capables de protéger l'esprit du programme, quelles que soient les coalitions au pouvoir. Au-delà des chiffres et des graphiques, le FARF a transformé quelque chose de plus intime, la relation des Burkinabés à leur propre avenir. Dans les villages comme dans les villes, l'idée que la souveraineté puisse naître d'un atelier, d'un compte mobile ou d'un prêt partagé bouleverse la perception de la réussite. Les femmes qui dirigent ces entreprises deviennent des modèles, pas seulement pour leurs filles, mais pour tout un pays en quête de repères. Pour les jeunes, le message est limpide. On peut rester, créer et grandir sans fuir. Les histoires de réussite se propagent sur les réseaux sociaux, dans les radios communautaires, dans les marchés où les femmes échangent désormais sur la gestion plutôt que sur la survie. À Waïgouya, des lycéennes ont fondé un club FARF pour apprendre les bases de la finance solidaire. À Bobo-Dioulasso, des étudiants en économie rédigent des mémoires sur le modèle du fonds. Pour les hommes, la mutation est culturelle. Aider son épouse, sa sœur ou sa fille à diriger une entreprise n'est plus perçue comme une menace, mais comme une fierté. Beaucoup participent au transport, à la logistique, à la comptabilité. L'inclusion économique cesse d'être un discours, elle devient une pratique. Pour la diaspora, c'est un signal d'appel. Les transferts de fonds, longtemps perçus comme une aide ponctuelle, se transforment en capital productif. Les expatriés financent des ateliers familiaux, créent des coopératives mixtes, réinvestissent dans leur village d'origine. Ainsi, le FARF ne change pas seulement la vie des bénéficiaires directs. Il redéfinit la notion même de contribution nationale. La souveraineté cesse d'être une idée abstraite. Elle devient une émotion partagée, un sentiment d'appartenance ravivé. Le gouvernement burkinabé, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a compris que le succès du FARF devait être consolidé par une stratégie claire. Une feuille de route en 5 étapes a été présentée, visant à transformer une initiative nationale en modèle durable de développement inclusif. D'abord, renforcer les infrastructures logistiques. De nouvelles routes rurales et des réseaux d'énergie solaire doivent relier les ateliers isolés aux marchés régionaux. Chaque usine rentable devient ainsi un maillon d'une chaîne de valeur nationale. Ensuite, digitaliser la gestion du programme. La plateforme de suivi, déjà opérationnelle, sera ouverte aux collectivités et aux partenaires privés afin d'assurer une transparence totale et un contrôle citoyen permanent. Puis, créer des pôles industriels féminins. Des clusters spécialisés, karité, textile, cosmétiques, agroalimentaire, verront le jour dans chaque région. Ils mutualiseront la formation, le stockage et les exportations pour renforcer la compétitivité. De plus, consolider le financement. Au lieu de dépendre de bailleurs extérieurs, le gouvernement veut instaurer
un fonds souverain d'investissement alimenté par les recettes locales et la diaspora. L'objectif étant de sécuriser l'autonomie financière du FEERF à long terme. Enfin, évaluer l'impact social et environnemental. Des universités locales participeront au suivi scientifique du programme. Emploi, éducation, empreinte carbone, inclusion. Chaque donnée collectée deviendra un indicateur de souveraineté réelle. Pour Ibrahim Traoré, cette méthode est simple. La dignité n'est durable que lorsqu'elle se mesure. Le Burkina Faso veut désormais prouver que l'autonomie économique n'est pas une utopie, mais un système mesurable, perfectible et transmissible. Le jour où l'usine de Barcelogo a ouvert ses portes, le vent portait une odeur de grains frais et de victoire discrète. Des femmes, foulards noués et mains calleuses, se tenaient droites sous une banderole. Des mains qui nourrissent, des mains qui bâtissent. Ibrahim Traoré, présent quelques semaines plus tard, déclara calmement « L'autonomisation des femmes n'est pas de la charité, c'est de la défense nationale ». Cette phrase est devenue un motif, repris dans les marchés, sur les radios, dans les écoles. Le FARF n'a pas seulement créé des entreprises, il a ravivé une idée de dignité collective. Chaque savon moulé, chaque sac de mil conditionné, chaque pot de karité exporté raconte la même histoire. Celle d'un pays qui a décidé de s'appartenir à nouveau. Les femmes du Burkina Faso ne demandent plus la permission d'exister. Elles prouvent qu'elles peuvent produire, diriger et rêver. Le soir, dans les villages illuminés par les lampes solaires, on raconte encore cette première photographie. Quelques femmes debout devant une usine qui n'existait pas un an plus tôt. C'est dans cette image que réside le vrai symbole du renouveau, la preuve qu'une nation peut renaître à partir d'un simple acte de foi. Le Burkina Faso écrit aujourd'hui un chapitre que nul ne pourra effacer, celui d'une indépendance née du travail et de la confiance. Sous la vision d'Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est plus un mot réservé au discours, mais une pratique quotidienne, celle des femmes qui transforment, exportent et partagent leur savoir. Leur histoire dépasse les frontières de l'Afrique. Elle parle à tous ceux qui croient qu'une nation peut se construire sans attendre la permission du monde. Mais cette révolution tranquille n'est pas achevée. Chaque usine, chaque atelier, chaque apprenti compte. Elle a besoin d'être racontée, soutenue, diffusée. Parce qu'à travers elle, c'est une nouvelle définition du développement qui se dessine, humaine, enracinée, implacable dans sa dignité. Alors, avant de quitter ce récit, posez-vous une question simple. Et si la prochaine révolution mondiale ne commençait pas avec des armes, mais avec des mains qui travaillent? Partagez, commentez, discutez. Chaque voix qui s'ajoute à cette conversation en prolonge la lumière.